France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour votre grand forum jusque 18h30 avec et au programme tout à l'heure l'éphéméride avec Amara après 18h, de la télévision et des programmes. Pour ce soir avec entre autres, et nous en reparlerons aussi du débat, le troisième et dernier débat des primaires de la droite avec les 7 candidats qui restent en liste. Et nous parlerons aussi de sport, bien sûr, avec Ralph Bécheny, l'actualité sport. Avec, pour m'accompagner aujourd'hui, monsieur Ousmane Timera. Comment va-t-il, Ousmane? Bien, bonjour à tous. Et monsieur Yasser Louati, qui n'est pas encore arrivé. Bon, on a l'habitude, il est un petit peu retardataire, l'ami Yasser Louati. Avec vous, mon cher Ousmane et Yasser, nous allons parler tout à l'heure, au cours de cette émission, évidemment, outre vos coups de cœur. Coup de cœur d'ailleurs, quel sera le coup de cœur de monsieur Ousmane Timera aujourd'hui? Alors mon coup de cœur il est entre deux, mais Votre cœur balance? Oui, mon cœur balance. Il est sur alors j'aimerais faire un coup de cœur sur un penseur que je redécouvre en ce moment qui s'appelle Al-Razali. Ouais. Dont je vais commencer à faire des recherches plus sérieuses sur sa pensée, en lien aussi avec la postmodernité. Et aussi en même temps faire un coup de cœur qui est un coup de cœur à l'envers par rapport à ce qui arrive au mouvement Ni pute ni soumise, que moi j'appellerais volontiers sans but et soumise. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Très bien. Et votre avis tranché? Mon avis tranché, il balançait aussi, je l'avais même préparé pour le coup, mais du coup j'ai complètement changé. Je voulais faire quelque chose sur Trump. Ouais. Ou sur de quoi Trump est-il le nom, et ensuite j'ai commencé à réfléchir aussi sur cette bizarrerie que sont les musulmans d'extrême droite. Ouais. J'en ai rencontré quelques-uns, ça m'a interpellé, mais j'aimerais au fond aller vers quelque chose de plus essentiel, c'est-à-dire l'augmentation de la pauvreté dans ce pays dont personne ne parle. Très bien. Alors, nous allons parler ensemble et avec vous de la candidature d'Emmanuel Macron à la présidence de la République qu'il a annoncé hier. Embarras à gauche, face à l'avancée solitaire de l'ancien ministre de l'économie. Vous entendrez Manuel Valls tout à l'heure, le Premier ministre, qui a réagi. Puis Emmanuel Macron, un candidat qui se définit hors système. Quelle réaction à droite? Alain Juppé, que nous écouterons. Et puis nous parlerons aussi de l'instance Vérité et Dignité entame ses audiences publiques en Tunisie. Cette commission va donner la parole aux victimes de la dictature. Il y a déjà enregistré 62 000 dossiers. Et puis bien sûr en France, le dernier débat télévisé de la primaire de la droite. Les 7 candidats se retrouvent ce soir à 3 jours du premier tour. Donc nous y reviendrons bien sûr, et nous recevrons tout à l'heure aussi le docteur Mohamed Ghanam pour nous parler de cette visite du Premier ministre tunisien qui était en France la semaine dernière. Mais pour l'heure, voici le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. Et ça commence par Emmanuel Macron qui a fait sensation en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle hier matin. Invité du journal de France 2 hier soir au micro de David Pujadas qui lui a demandé si sa décision était irrévocable. Voici la réponse d'Emmanuel Macron. Vous savez, quand on prend ce type de décision, avec ce qu'elles emportent de gravité pour le pays, compte tenu du moment que nous vivons et sur le plan personnel, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Et donc, ça n'est en aucun cas une décision provisoire. Oui, c'est une décision irrévocable. Si, courant décembre, François Hollande est candidat, est-ce que vous irez quand même ou est-ce que vous vous rallierez? La candidature qui est la mienne aujourd'hui n'est en aucun cas une candidature de ralliement à qui que ce soit. Si j'avais voulu me rallier, je n'aurais pas, depuis plusieurs mois, fait les choix qui ont été les miens, qui ont été les nôtres. Et donc, si je croyais dans le fonctionnement du système politique actuel de notre pays, en sa capacité, au fond, à répondre à nos défis, je n'aurais pas lancé En Marche le 6 avril dernier, je ne me serais pas battu pour ces idées, je n'aurais pas quitté le gouvernement et je ne serais pas là ce soir devant vous. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, évidemment, de la candidature de Emmanuel Macron à la présidentielle. Hier soir, gros malaise sur France 3. L'invité du soir 3 était Jean-Frédéric Poisson qui s'estime, en tout cas, être lésé par le temps de parole qui a été réservé à ses 6 concurrents à la primaire de la droite. Du coup, il a tenté de le faire savoir. Voyant que le journaliste ne cédant pas, il a quitté le plateau en pleine interview. Écoutez. Dernier débat, dans quel état d'esprit vous l'abordez ? Monsieur, je vais
déroger à une des règles que je me suis fixées jusqu'ici dans mes relations avec la presse, je ne vais pas répondre à vos questions. Et pourquoi? Parce que le traitement qui m'a été infligé depuis le début de la campagne par France 2 et France 3 est indigne. Parce que vous avez reçu sur ces deux chaînes de télévision pendant des durées très longues mes concurrents. Mais vous savez qu'on vous invite ce soir. Jusqu'ici. Parce que vous savez qu'on peut aussi arrêter l'interview ici. Que jusqu'ici. Oui, bah, si vous ne répondez pas aux questions. Non, mais je ne vais pas répondre à votre question de toute façon. Parce que jusqu'ici, c'est pas très démocratique. Mes concurrents ont été reçus dans des grandes émissions sur France 2. Je devais passer ce soir sur le 19-20 de France 3. Ça a été changé au dernier moment. Tout ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Il y a l'actualité. Vous avez vu, il y a Emmanuel Macron qui est candidat à la présidentielle. France Télévisions a décidé de traiter la candidature qui est la mienne, alors que nous vivons en France, comme dans beaucoup de pays du monde, un sentiment de relégation terrible de la part des populations, alors que j'aimerais bien pouvoir parler de choses qui touchent le monde du travail. Vous ferez un sujet tout à l'heure sur les personnes handicapées, vous avez bien raison. J'aimerais bien parler de la ruralité, de l'agriculture, de l'outre-mer, de tas de choses qui intéressent les Français. Et malheureusement, je me retrouve quand mes concurrents ont 2 heures avec 4 minutes ce soir. Juste une chose, franchement. Juste une chose. Mais voilà. Juste une chose. Demain, vous savez qu'il y a le débat de la primaire qui est diffusé sur France 2. Mais bien sûr, et vous serez à égalité avec tout le monde. Vous remarquerez que mes 6 concurrents sont aussi au débat. Bien sûr, voilà, et vous aussi, à égalité, sur France 2 d'ailleurs. Non, c'est pas égalité. Sur France 2 d'ailleurs. Ce n'est pas, monsieur, à égalité, alors, je le répète. Puisque vous allez respecter peut-être les téléspectateurs qui nous écoutent. Ah, mais je respecte parfaitement les téléspectateurs. Pas les journalistes. Je respecte parfaitement les téléspectateurs, monsieur. Je suis en train de leur dire simplement que la manière dont France 2 et France 3 montrent. Mais ça, c'est une autre affaire, on va pas refaire l'histoire là-dessus. Voilà, c'est ce que je dis. Alors, moi, je vais parler, si vous voulez bien, et si vous voulez bien répondre, des sondages, parce que vous savez que ça occupe tout le monde. Je ne vais pas parler des sondages. Les sondages vous situent entre 1 et 2% d'attention de vote. Je ne vais pas parler des sondages. C'est quoi votre candidature? C'est une candidature de témoignage? Je ne vais pas parler des sondages non plus. Parce que, enfin, depuis en particulier l'épisode qui s'est passé la semaine dernière, enfin, qu'on puisse encore tenir une attention particulière à ces enquêtes n'a aucun sens. Moi, j'aimerais vous parler, encore une fois, de travail, de sujets importants qui intéressent les Français, et pas des choses qui ne les intéressent pas. Vos prises de position, par exemple? Par exemple, quand vous dites que vous pourriez voter pour Marine Le Pen, ça peut intéresser les téléspectateurs. Ça n'intéresse pas les téléspectateurs, si, j'ai répondu 20 fois. Donc, écoutez, puisque, visiblement, vous n'avez pas l'intention d'écouter ce que j'ai à vous dire. Non, c'est vous qui avez dit que vous ne vouliez pas répondre aux questions. Je quitte ce plateau, monsieur, je vous remercie de votre invitation. Merci, Jean-Frédéric. Nous nous verrons bientôt. Merci. C'est ce qu'on appelle faire du buzz à pas cher. Merci beaucoup. Voilà, il sera pourtant, en tout cas ce soir, participera au débat qui aura lieu sur France 2, le 3e et dernier débat. Jean-Frédéric Poisson qui s'est offert un petit buzz gratuit là. On enchaîne avec un concurrent d'ailleurs à Poisson, Nicolas Sarkozy. Franz-Olivier Gisberg a voulu nous faire écouter ce que Nicolas pense et dit des journalistes. Écoutez. L'image est symbolique, l'affiche alléchante. Je veux voir les gens, je veux pas voir eux. Je veux voir les gens. On n'est pas habitué. Moi non plus. Moi non plus, c'est les sauvages. Je vais voir les boulistes, avancer tranquillement. J'ai un mur de caméra. Ça m'intéresse pas. Sarkozy a prévu de tenir un grand meeting après avoir fait un tour au folklorique Boulodrome. C'est la photo. Il y en a pas qu'une, hein. Thierry, vous voulez Thierry? C'est bien, mais passez parce que sinon vous ne laisserons pas passer. Marchez là-dessus, voilà. Et enfin, pour finir ce zapping, hier soir, le JT des JT sur Canal+ est revenu sur les actes racistes qui se sont multipliés depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Dans cette manifestation anti-Trump aux États-Unis, un manifestant crie des slogans quand il est projeté dans l'escalier par un partisan de Trump, montée de la violence et de la haine dans tout le pays. Heureusement, le manifestant n'a que quelques bleus, mais les pro-Trump se déchaînent. Écrit sur ce mur, rendre l'Amérique blanche à nouveau. Ici, des croix gammées sur les portes des étudiants juifs de cette résidence universitaire. Là encore, la nation Trump réservée aux blancs et d'autres slogans suprémacistes partout dans le pays. Le compte Twitter de cette actrice qui supportait Hillary Clinton a été piraté et on a posté cette photo. Les murs d'Auschwitz avec Trump et ce message. Un train va tous venir vous chercher. Et le plus désespérant peut-être, ces enfants qui crient comme Donald Trump, construisons le mur à la cantine en désignant leurs camarades latino-américains. La conséquence d'une campagne où Trump a fait du politiquement incorrect en faisant sauter tous les tabous. Voilà pour ce zapping, Ousmane. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention en particulier? Non, pas vraiment, hein, mis à part que le monde va pas si bien que ça. Oui, c'est clair.
c'est pas terrible. Oui, effectivement. Allez, dans un instant, on va démarrer ce grand forum, bien sûr, avec vous au 01 40 33 9000 pour action. Vous pourrez commenter les avis tranchés de ces messieurs, Ousmane Timéra, de Yasser Louati, toujours pas là, hein, en retard. Et nous allons parler évidemment de la Tunisie, de Emmanuel Macron. Petite remarque, justement, peut-être pour préparer quelques-unes des interventions de nos auditeurs. Hier, lors de son discours annonciateur donc de sa candidature à la présidentielle, Emmanuel Macron a parlé pendant 20 minutes et il n'a pas parlé une seule fois de musulmans, d'islam, de terroristes. Et ça, croyez-moi, ça fait du bien quand même en ces temps difficiles. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Macron, c'est déjà un bon premier point en tout cas. On en reparle dans un instant si vous le voulez bien. Le grand forum sur France Maghreb. Merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h30 bien sûr, avec Ousmane Timéra qui est avec nous bien sûr, et Yasser Louati qui arrive à grands pas. Vous savez ce qui s'est passé? Yasser Louati, il a loupé la sortie du périphérique. Il est en moto en plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il était concentré, voilà, peut-être le fait de retrouver Ousmane à la radio, voilà, ça l'a perturbé peut-être. Dans quelques minutes, bien sûr. Je le traiterai bien, y a pas de souci. Bien sûr, c'est évidemment. mon ami. Attends, bien entendu. Parce qu'en ce moment on dit que je traite mal les invités, vous. Non, ça va, c'est un petit pas peu. très géré. D'ailleurs, à ce propos, il y a un certain Ali qui nous a laissé ce message sur le mobile répondeur et qui vous a reproché de vous être emporté face à Asselineau qui visiblement l'aime bien. Il aime bien Ali, donc Asselineau, donc il n'était pas content. C'est vrai. Bon. C'est tout. J'ai pas autre chose à rajouter. Non, en même temps, voilà, c'est votre tempérament, c'est comme ça, c'est Ousmane Timéra. Non, c'est pas juste une question de tempérament. On va peut-être en profiter d'ailleurs pour expliquer ce qui s'est passé, parce qu'effectivement au départ, on avait affaire à un échange assez courtois, et puis ensuite ça s'est un petit peu envenimé puisque Asselineau, selon vous, ne répondait pas aux questions que vous lui posiez. Non, c'est même pas une question qui... de toute façon, tout le monde a été témoin de ça. Je vais poser plusieurs fois des questions, notamment sur la question du chômage et de l'économique. Pour moi, il n'y avait pas de méchanceté de ma part. Je pense pas de sa part aussi. On est deux hommes de caractère. À un moment donné, le ton s'est élevé. Non pas pour s'invectiver mutuellement, en tout cas moi c'était pas mon objectif, mais j'estime que quand un homme politique qui aspire aux plus hautes fonctions vient me voir, ou en tout cas vient nous voir, je me dois d'être exigeant en termes d'interrogation et pas être juste là une sorte de supportrice qui fait des claquettes en disant merci. Donc, alors certains j'ai vu, on m'a dit oui j'ai été impoli. Bon, je sais pas en quoi c'est impoli. De parler en toute franchise, voire même d'élever la voix, ça peut arriver. On peut perdre à un moment donné son calme quand on discute avec quelqu'un. Il n'y a rien d'impoli là-dedans, et je pense que j'ai atteint un âge où on n'a pas à refaire mon éducation. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que personne n'a parlé du fond. Au-delà, il a élevé la voix, j'ai élevé la voix, je sais pas ce qu'il fallait ou pas. C'était une discussion d'homme à homme, on va dire. Mais moi, ce qui m'interpelle c'est que j'ai pu entendre ça et là, j'ai pas beaucoup le temps de regarder tous les messages, mais il n'y a pas de question de fond. C'est-à-dire que on est face à des gens qui critiquent le système, et pourquoi pas, c'est bien, mais qui sont pas capables de proposer un autre projet, d'être beaucoup plus innovant. Quand on pose une question à des hommes politiques de cette envergure, et ce monsieur a fait des études, de très hautes études, je l'estime beaucoup, et je pense c'est un monsieur qui est sans doute sincère dans son propos. Mais quand on lui pose des questions sur le vivre ensemble, et qu'il n'a pas autre chose à répondre que de dire que dans son parti, il y a des gens de toutes les religions et toutes les couleurs, ça peut vous faire plaisir, mes chers amis, mais moi je trouve ça décevant, c'est ras des pâquerettes. Quand on propose un véritable projet de société répondant à la problématique de l'identité, à la problématique de la diversité, et que dans un contexte où certains font de cette question d'identité l'alpha et l'oméga de l'avenir de la France, j'estime qu'on ne doit pas répondre juste par il y a du noir, du chinois et du musulman dans mon parti. Il faut être plus ambitieux. Donc moi c'est ça que je reprochais. Peut-être que j'aurais dû employer un autre ton, mais après tout, on est tous des hommes. Et comme je l'ai dit, je m'exprime comme je veux. Et en l'occurrence, je l'ai pas insulté. Je l'ai laissé parler pendant un long moment durant l'émission. Les dernières minutes, à un moment donné, j'ai vu qu'il m'a lancé quelques piques. J'ai pas répondu. Alors certains diront, en tant que bon croyant, tu te dois de pas répondre. C'est votre définition de la foi. Moi, c'est pas ma définition. Moi, ma définition de la foi, c'est être un homme et pas se laisser soumettre. Et puis, je rajouterai pour en finir avec ce chapitre,
Qui est pas si important que ça d'ailleurs. Ouais, absolument. Non, mais d'autres viendront, vous verrez, vous allez voir. On est tout à fait transparent. Vous savez, quelques personnalités politiques ont tendance un petit peu à mépriser les petites, parce que eux, on est considérés comme des petits médias pour eux. Oui. Si tant est qu'on soit un média qui diffusons quand même dans plus de 9 villes en France et dans 3 villes en numérique, donc ça fait un total de 12 villes, plus sur Internet, etc. Donc il y a quand même un auditoire particulier qui nous écoute, et ces hommes politiques, de toute façon, je ne leur dresserai, en ce qui me concerne, jamais le tapis rouge. On les recevra comme il se doit, mais jamais ils auront le tapis rouge ici à la radio, qui que ce soit d'ailleurs, pour ceux et pour peut-être Asselineau et pour les autres qui croient peut-être être les seuls à venir à la radio. Non, on sollicite des hommes politiques, ils viennent ou ils viennent pas. Après, c'est leur problème. Bon, en tout cas, monsieur Asselineau, venez, y a pas de souci. La prochaine fois, je vous traiterai aussi bien que la dernière fois. Allez, on accueille Kamel avec nous au standard. Salut Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à monsieur Ousmane Timéra, que je respecte beaucoup, que je partage les analyses. Vraiment, il fait de très belles analyses, surtout concernant l'international et la série, bien sûr. Vraiment, c'est un chroniqueur parmi les chroniqueurs que vous avez, que je respecte beaucoup. J'estime beaucoup la musique que vous passez, mea culpa. Merci beaucoup Christophe. Et je passe au sujet important. Je voudrais parler de la primaire et un petit peu de l'issumisme. J'allais la dire, et monsieur Ousmane l'a dit. Vraiment, bon, je commence par la primaire. Je pense que le débat, il va être actuellement, les sondages sont très serrés, et je pense que le débat, ça va être consacré vraiment sur les thèmes de la sécurité dans les banlieues, sur le terrorisme, plus que sur l'économie. Je pense, à mon avis, que si Sarkozy monte dans les sondages, c'est dû à des gens du Front National qui vont voter à cette primaire, ils vont signer la charte, même s'ils sont pas républicains, mais ils vont faire un barrage à la Juppé. Ce qui m'inquiète vraiment, mais par contre, revenons sur les partis socialistes Hollande, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les gens, parmi vos chroniqueurs aussi, qui disent que Hollande, il peut plus se relever. Moi, je vous dis qu'en 2017, ça va être une surprise, parce que le seul défaut de Hollande, il est très, 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 très à gauche. Et je pense si, un petit peu, il passe, un petit peu, il met sa campagne vers le centre, et un petit peu comme il l'a fait, comme il s'appelle, Debout la République de monsieur, c'est-à-dire ne pas laisser le monopole au Front National, parce que il y a des électeurs de gauche qui étaient vraiment fidèles à la gauche, et ils sont passés au Front National. Et je pense que Hollande peut récupérer cet électorat égaré, et je pense qu'il va y avoir des surprises en 2017. Merci Kamel. Christophe, merci. Voilà. Alors pour Hollande, je sais pas, vous êtes un peu le seul, je pense, dans ce pays à penser que Hollande va créer la surprise, si je vous ai bien compris, en 2017. Mais bon, on verra bien sûr. Surtout que c'est le seul à penser que Hollande est trop à gauche. Ouais. Ah oui. C'est parce que Hollande est justement parti trop à droite, trop que justement il a perdu tous ceux qui l'ont élu. Bon, et puis moi alors, il y a deux niveaux d'analyse. Il y a le niveau du long terme. Pour moi, ces élections et celles qui viendront après, c'est pas ça qui va changer le monde. Il suffit de voir les propositions qui sont faites. Quand on voit que la nouveauté pour nous, c'est Emmanuel Macron. Moi, je l'aime beaucoup, ce monsieur. On va en parler dans un instant. On en parlera après, mais je veux dire, c'est raté pas crête. Quelles sont les nouveautés en termes de propositions, pas en termes de casting? Quel est le nouveau projet de société? Tous ces hommes politiques et ces femmes politiques. Bon, on connaît pas encore le programme, il l'a pas détaillé, Oh, d'accord, mais faut pas faire Sciences Po pour comprendre que Emmanuel Macron, vu qu'il était quand même au gouvernement et que il a pris un certain nombre de positions, c'est un libéral. Donc il va continuer la sauce libérale qui nous est suivie, qui nous est donnée à longueur de temps. Mais indépendamment, parce qu'on en parlera après de lui, indépendamment de tout ça, sur le long terme, moi je n'attends rien à cette classe politique pour l'instant. Par contre, sur le plan stratégique, effectivement, il faut analyser, peser, voir qui est le plus proche de nos intérêts ou qui est le plus éloigné. Bon, la droite, vu comment ça part, on est entre la réduction des budgets des fonctionnaires et le rejet des étrangers, le tout sécuritaire. Que quelqu'un me dise quelque chose d'autre qui sort du lot dans cette campagne-là. À gauche, nous verrons, mais je pense que ce qu'ils vont faire, c'est suivre les pas de la droite qui court après l'extrême droite. À gauche, socialiste. Après, il y a la gauche de Mélenchon. Ça, c'est une autre affaire.
C'est notre affaire. On verra en tout cas ce que fera Mélenchon, parce que pour l'instant, ça a du mal un petit peu à décoller pour lui. Mais on verra. En tout cas, parce que je pense que les jours à venir, voire les semaines et les mois à venir, nous réservent quand même quelques surprises. Il va falloir faire avec. D'ailleurs, on en reparlera aussi tout à l'heure de cette primaire qui pourrait réserver une petite surprise, parce que là, on voit que les sondages commencent à bouger là, notamment pour le troisième homme qui apparaît comme quelqu'un qui pourrait créer la surprise, à savoir François Fillon. Il est arrivé enfin, Monsieur Loiti. Il est là. Il s'installe, bien sûr. Il est là, il s'installe. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, Monsieur Loiti? Comment ça va? Bah, ça arrive à tout le monde de rater la porte du périph' et de devoir faire un demi-tour. Enfin, ouais, ça arrive. Tu rates la porte du périph' en moto, hein? Ouais, je pense trop. Ouais, j'ai la tête qui tourne. Trop. Faut faire attention. Faut pas penser quand t'es sur la moto, hein. C'est dangereux, hein. Faut pas penser. Voilà, c'est ça. Peut-être. En tout cas, je fais les deux. Ou je fais les deux. Bon, ça va, Yasser? Ouais, très bien, et toi? Ouais, très très bien. On parlera d'un petit mot. T'as fait un petit voyage là récemment là. Oui, enfin j'étais en Géorgie pour il y a un forum religion et paix qui s'est tenu sur place. Donc l'islamophobie c'est pas restreint à la France, au contraire c'est la France qui exporte son modèle. Et encore une fois, on voit que les arguments utilisés sur place pour discriminer les jeunes filles musulmanes qui portent un voile ou bien qui veulent en fait devenir, s'émanciper tout simplement. Ouais. Ben on voit encore une fois, c'est l'argument de oui, la religion c'est à la maison, l'espace public on doit être neutre, etc., etc. Donc quand je dis que la France est le laboratoire de l'islamophobie, ben à chaque voyage je me rends compte que c'est vrai. Ouais. Et ben on en reparlera de tout cela, Yasser. Je vais te laisser t'installer et puis ce qu'on va faire tout de suite, c'est peut-être démarrer l'habit tranché avec notre ami Ousmane Timera. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Allez, c'est parti. On va pas le piétiner, mais simplement l'écouter, ce qui est déjà ça. Ousmane Timera, son habit tranché. On vous écoute, Ousmane. Alors mon avis tranché, comme je l'ai indiqué, pour une fois j'avais essayé de préparer ces avis tranchés parce que je les improvise à chaque fois et patatras, ça va être aussi improvisé aujourd'hui. Je voulais parler de Trump et de ce qu'il donnait comme signification à la réalité politique et géopolitique. Puis ensuite, j'ai commencé aussi à réfléchir sur ces musulmans ou ces d'origine musulmane ou ces maghrébins aussi, un peu d'Africains mais pas beaucoup, qui s'amusaient à défendre les thèses de l'extrême droite, à dire qu'il y avait trop d'immigrés et voire même à fustiger les réfugiés. Je trouvais donc cela bizarre. Et puis, au fur et à mesure de mes réflexions, je suis tombé sur quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui, à mon sens, est à l'origine de la déstabilisation de bien des sociétés, et la nôtre en particulier. Il s'agit de la pauvreté. Il s'agit de cette montée, de la montée de cette pauvreté et de l'insensibilité de notre société contre la misère humaine, envers la misère humaine. Et récemment, le Secours catholique a interpellé nos hommes politiques, notamment de droite, dans le Figaro, en indiquant que il y avait une augmentation assez importante du taux de pauvreté en France, que de plus en plus de familles, d'hommes seuls, de femmes seules, de familles éclatées, monoparentales et autres venaient frapper à sa porte, et que malgré cette augmentation alarmante, personne n'en parlait au sein de la classe politique, et que cela ne faisait pas partie des priorités du débat public d'aujourd'hui. Et donc j'aimerais quand même interpeller nos concitoyens. En réalité, s'il y a un vote vers l'extrême droite, si il y a des Trump qui gagnent, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais Trump a quand même réussi à attirer le vote des Noirs et des Latinos, qu'il fustigeait aussi entre-temps. Donc, au-delà de la question ethnique, il y a la question de la classe, que beaucoup de personnes, dans la peur du déclassement ou dans leur noyade dans la misère quotidienne, tendent à vouloir jeter sur les autres la raison d'être de leur souffrance d'une part, et aussi à dire un non cinglant contre l'état des choses, c'est-à-dire la classe politique qui s'amuse à répéter les mêmes politiques, les mêmes recettes qui ne fonctionnent pas. Et quand ça fonctionne pas, on dit c'est parce qu'il n'y a pas encore assez, donc il faut continuer. Et pendant ce temps-là, des gens sont en train de mourir.
Les gens sont en train de crever de faim. J'interpelle notre société aux valeurs démocratiques de liberté, égalité et fraternité, qui devant cette misère, apparaissent, en tout cas à mes yeux, comme des valeurs hypocrites. Des valeurs qui ne font pas attention à l'être humain. Des valeurs qui, dans leur réalité, n'en ont rien à foutre de l'être humain. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent. L'argent concentré entre les mains de quelques-uns et la nécessité de masquer cette inégalité en pointant l'étranger, en pointant l'immigré, en pointant les réfugiés, en pointant les pauvres, parce qu'aujourd'hui, il y a une pauvrophobie. Alors, cela m'a interpellé d'autant plus, et je vais terminer là-dessus, quand il y a quelque temps, j'ai vu l'extrait d'une émission sur M6 qui parle de ces pauvres personnes qui ont besoin d'aide et qui vont de service public en service public pour pouvoir recevoir des aides. Et ils ont appelé ça, je crois, la rue des allocs. Juste cette émission-là, elle dit à quel point nous sommes inhumains. Et le Coran le dit très bien, et je cite le Coran, et je le fais exprès, parce que c'est une parole universelle. Les sociétés, notamment dans la sourate de l'Aube, les sociétés et les grandes civilisations anciennes ne se sont écroulées que lorsque elles se sont crues être divines, et donc ont justifié leur inégalité comme étant le fait que eux sont d'essence divine et que ceux qui sont dans la souffrance, eh bien c'est de leur faute. Ils n'avaient pas qu'à être pauvres, cacher cette pauvreté que nous ne la voyons plus, et puis ils ne faisaient plus attention ni à l'orphelin, ni aux plus faibles. La grandeur d'une civilisation se jauge à l'aune de ce que l'on fait des plus faibles. Si cette règle est véridique, nous sommes bien loin d'être une belle civilisation. Nous sommes au bord du gouffre. Il serait peut-être temps que nous nous réveillions. Peut-être que, au lieu d'insulter les autres, au lieu de voir le mal au niveau géopolitique un peu partout dans le monde, peut-être faudrait-il nous préoccuper de celui qui dort en bas de chez nous. Ousmane Timéra sur la montée de la pauvreté. Yasser Louati, ça t'a interpellé? Absolument. On voit bien en fait qu'il comment dire ça, on a tellement mis l'accent sur l'individualisme pour atomiser les sociétés et justement faire que personne ne se sent appartenir à quoi que ce soit, si ce n'est que pour partager des haines et des peurs communes. Donc c'est ça ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et le fait que oui, c'est vrai qu'on a maintenant des sociétés où, enfin on peut parler en France, le Secours catholique a tiré la sonnette d'alarme, mais on a aussi par exemple la fondation de l'abbé Pierre qui dénonçait les 3,5 millions de personnes qui sont mal logées en France. Le chômage tue 10 000 personnes par an en France. Et on aurait aimé que, je sais plus qui disait, on aurait aimé que le chômage se convertisse à l'islam pour qu'on puisse s'en occuper. Et donc on voit bien en fait qu'on a déshumanisé les pauvres, déshumanisé tous ceux qui sont faibles, et on a instauré ce qu'on appelle le darwinisme social. Et là où, je vais quand même une petite nuance parce que Trump n'a pas sécurisé le vote afro-américain. Non, bien sûr que non. Quelques-uns ont voté pour lui. Et latino, en fait, c'est que les minorités ne se sont pas mobilisées pour Hillary Clinton. C'est pour ça, en fait, qu'elle n'a pas pu emporter cette élection. Mais pour revenir maintenant à ce phénomène que tu dénonces, je suis parfaitement d'accord avec toi, sauf qu'on voit bien, en fait, que maintenant, l'accent est mis sur un discours qui est sécuritaire et identitaire, en oubliant que la misère est en train de gangréner la société française. Et justement, pour expliquer cette misère, on est en train de dire oui, c'est les étrangers qui bouffent nos allocs, etc. Oubliant de dire que l'oligarchie est en train de se gaver en subvention publique, en train de se gaver avec le CICE, elle est en train de se gaver en termes de protection de ses privilèges, et c'est le petit peuple qui trinque. Mais là aussi, on a une responsabilité partagée, c'est que non seulement on est atomisé, et on le sait, mais il n'y a pas un effort commun pour aller l'un vers l'autre. Et bien sûr, lorsqu'on s'attend à ce que la solution vienne de l'État qui lui-même est sous l'influence des lobbies et des puissants groupes de pression, et que nous-mêmes on ne fait pas un travail pour agir en contre-pouvoir, et qu'on accepte cette division qu'on vit au jour le jour, la division sur les lignes raciales, les lignes ethniques, les lignes sociales, les lignes de genre, etc., malheureusement, ceux qui divisent continuent à gagner, et on continuera à monter les dominés en leur demandant battez-vous pour que le groupe dominant, lui, reste en paix. Et c'est pour ça que j'abonde dans ton sens. Moi, j'interpelle les personnes qui sont attirées par les discours de réaction. Je répète ce que je disais tout à l'heure, la dernière fois, notamment dans mon débat avec monsieur Asselineau. Il est très facile de déconstruire, il est plus difficile de proposer, de créer. Il nous faut
une mobilisation qui va vers un avenir et non pas qui lutte contre une oligarchie présente. Parce que à ce moment-là, c'est comme un peu ce qui va se passer en Afghanistan. Les Afghans, à un moment donné, ont réussi à lutter contre l'envahisseur russe, mais ensuite, ils sont tapés dessus pendant des décennies. On a vu ce que ça a donné. Et c'est le résultat de toute révolte, de toute révolution, de toute opposition. Un peu ce qui s'est passé aussi dans les printemps arabes. Un peu ce qui s'est passé en 2005 avec les émeutes ou la révolte des banlieues. Tant qu'on est concentré sur l'idole qu'on veut détruire et qu'on n'a pas d'idéal pour le remplacer, c'est une autre idole qui prend sa place. Je précise, puisque tu en as fait référence dans ton avis tranché, que la rue des Allocs sera diffusée ce soir sur M6. Un nouveau numéro, en tout cas. Franchement, c'est une honte, cette émission. Franchement, sincèrement, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une émission, la rue de la bourgeoisie et ses privilèges? Et on va regarder ceux qui se gavent sur la République, qui ne travaillent pas, qui occupent des postes fictifs et ne vivent que grâce à ça. Ça serait bien de ces quatre. Alors c'est quoi le principe de l'émission? C'est de montrer visiblement la pauvreté, c'est ça? En fait, il y a des gens, notamment au Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Côté Damien. C'est un peu le quotidien de... au créneau. D'ailleurs, maintenant, on dit plus le Nord-Pas-de-Calais, on dit Hauts-de-France. Hauts-de-France, ouais, c'est ça. Ouais. Les Hauts-de-François. Donc en fait, on s'amuse en fait à suivre des familles qui sont en difficulté et de quelle manière est-ce qu'ils arrivent à plus ou moins relier les deux bouts. Comment est-ce que ils utilisent un peu, comment ils sollicitent entre guillemets les aides sociales, sachant que je voyais ça aussi dans différents rapports. Que déjà il n'y a que 37% voire moins d'étrangers qui utilisent le RSA, qui ne le demandent pas. Ouais. Contrairement à ce qu'on dit, parce qu'il y en a qui disent que les étrangers viennent en France pour profiter des allocs. Et 72% de personnes françaises en fait utilisent le RSA d'une part. Et d'autre part, beaucoup de personnes refusent, refusent de demander des aides par dignité. Alors contrairement à ce qu'on dit, à ce que disait notamment j'ai oublié son nom là, le président du Rhône-Alpes. J'ai oublié. Le président de Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez. Alors Wauquiez, voilà, j'allais dire tête à claque, mais c'est pas bien, c'est pas gentil. Ce monsieur a coûté beaucoup plus cher à la France que n'importe qui d'entre nous ici, mais pourtant il parle du cancer de la société que seraient ceux qui demandent des aides. Ouais. Je le redis, parce qu'au fond, ce que je reproche à nos hommes politiques et à ceux qui sont entre guillemets dans la dissidence, c'est qu'ils n'ont pas de projet de société parce qu'ils n'ont pas une nouvelle philosophie à proposer. Dans la vision, en tout cas qui est la mienne et qui est celle que, en tout cas, mes réflexions philosophiques et mes lectures du Coran m'ont donné, dans l'univers tel qu'il a été créé, plus on donne et plus on reçoit. On n'est pas dans une logique de rareté. Et le fait qu'on garde l'argent en disant que si on donne à ces pauvres-là, en fait, on va leur enseigner la fainéantise, ça montre la pauvreté du cœur et de l'esprit de ceux qui pensent ainsi. Alors en quoi c'est une honte cette émission, Yasser? Le fait, c'est que rien que de garder le concept que les pauvres en fait vivent sur le dos des aides. Mais justement, c'est ce qui prouve, il prouve le contraire dans cette émission. Non. On est en train. C'est pas ce que j'ai saisi, moi. Non, c'est pas ce qu'on saisit. Quand on voit l'émission, on voit qu'on a des personnes qui passent leur temps en fait à courir après les allocs. C'est ça qu'on saisit. Il y en a. Après, il faut pas retenir que ça. Oui, mais le problème c'est que le concept a été vendu comme ça. C'est ça qui pose problème. C'est pas on est en train de dire oui voilà ils en sont là parce que voilà ce qui a échoué, voilà pourquoi est-ce que le système ne fonctionne pas, voilà pourquoi certaines personnes en sont réduites à courir après les allocations parce que la situation fait que moi je suis désolé, personne ne choisit la précarité ou de vivre au crochet de l'État. Sauf si on est un bon petit bourgeois à Paris qui s'arrange pour avoir des postes fictifs et aussi vivre grassement des subventions publiques. Alors, c'est ma petite parenthèse. Ouais. Un type comme François Hollande n'a jamais travaillé de sa vie. C'est quelqu'un qui a vécu au crochet de l'État toute sa vie. C'est pas quelqu'un qui a occupé des postes dans l'entreprise, qui a pris des risques. Les énarques qui gouvernent la France ne sont pas des gens qui ont mis leur propre patrimoine à risque pour créer de la richesse. Non, ils ont mis à risque les deniers publics pour s'enrichir. Et même lorsqu'ils échouent, ils trouvent le moyen d'avoir des parachutes dorés pendant que des employés perdent leurs emplois et voire même perdent leur famille. Contrairement d'ailleurs, le parallèle est fait, la transition toute faite, puisqu'on va en parler dans un instant, juste après la pub. On retrouvera aussi votre avis tranché dans quelques instants. Emmanuel Macron, lui, a travaillé dans le privé. Avant. Il a été banquier. On en reparlera. Oui. Et il a annoncé donc sa candidature. Et comme je disais tout à l'heure à Ousmane, Yasser, peut-être l'as-tu remarqué aussi, hier, lors de son discours qui annonçait donc sa candidature à l'élection présidentielle, qui a duré une vingtaine de minutes en Seine-Saint-Denis, à aucun moment, il y a eu islam, terrorisme, musulman. Et ça fait du bien quand même. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Malheureusement, voilà où ce qu'on en est aujourd'hui. Ah oui, non, mais... On se réjouit qu'un candidat à la présidentielle
n'a eu en fait comme objectif que de proposer un projet socio-économique. Bah oui. Non mais c'est devenu un luxe. Alors, attends, combien de temps va-t-il tenir? Parce que s'il est un petit peu dans les sondages, un petit peu en difficulté, il faudra peut-être qu'il passe par là. Je sais pas, parce que visiblement, Fillon en a mis une grosse couche là dans ces derniers jours sur l'islam, etc. Et on voit que ça marche puisqu'il a remonté, il a gagné quasiment 10 points dans les sondages. Il faut quand même nuancer. Ça marche parce qu'on l'a jamais confronté à de véritables contradicteurs. Bah évidemment, ça on est d'accord. Oui, mais on voit bien que comme disait, les dés sont pipés, donc c'est pas un jeu où on est censé être surpris. Quand on donne la parole à un candidat sans contradicteur et qu'il est toujours seul sur un plateau sans que les personnes qu'il cible viennent déconstruire son propos, bah oui, bah c'est facile. Et j'ai eu la même question en Géorgie il y a quelques jours. On me disait oui, mais pourquoi est-ce que les musulmans ne prennent pas la parole pour se défendre? Mais il faudrait encore que les musulmans voient au chapitre. Ouais. Si on donne une plateforme permanente aux islamophobes de service, où qu'ils soient, et qu'il ne soit jamais confronté à la réalité et aux personnes qu'il cible, oui, bah c'est facile, parce que ça devient en fait de la lâcheté sponsorisée. On vient sur une radio, on profère des propos, et ensuite on rentre chez soi sans que personne ne contredise. Et transition toute faite, puisque dans votre avis tranché, je crois qu'on va parler de quelqu'un qu'on voit beaucoup d'ailleurs en ce moment, à la télé et à la radio, Gilles Kepel, notamment. Ah bon? Ah oui, c'est pas lui dont vous allez nous parler? Je sais pas, on verra bien. Ah d'accord, affaire à suivre. Donc on parlera de Macron et on recevra aussi notre invité dans un instant puisqu'il va réagir à la tenue, puisqu'il l'a accompagné d'ailleurs pour sa visite en France du Premier ministre tunisien. Il s'appelle, vous connaissez son nom, Yasser Louati et Ousmane, le docteur Mohamed Ghanem, qui est député tunisien d'ailleurs, et qui nous racontera ce que le Premier ministre donc qui il a rencontré, un petit peu les coulisses de ces 2 jours de visite en France. C'était la semaine dernière. À tout de suite. Le grand forum, jusque 18h30. Merci d'être avec nous, avec aujourd'hui pour nous accompagner Ousmane Timéra et Yasser Louati qui sont là pour nous accompagner après avoir écouté donc l'avis tranché sur la montée de la pauvreté de Ousmane Timéra. Nous allons écouter et passer à l'avis tranché avant de recevoir notre invité, l'avis tranché de monsieur Yasser Louati. On peut commencer ou pas? Eh ben on y va, on t'écoute. Alors chacun a remarqué qu'au début du mois de novembre, on a encore eu une salve ou un tir groupé contre le terme de l'islamophobie et ceux qui se battent contre ce racisme qui cible les musulmans. Alors tous les ans, on a le droit à ce tir groupé de la part des islamophobes de service qui se retrouvent dans des colloques bien parisiens pour pleurnicher en thérapie de groupe et dénoncer ces musulmans qui osent prendre la parole pour dénoncer le racisme qui les cible. Ça a commencé par un certain Gilles Kepel, Gilou pour les intimes, le charlatan pour ceux qui connaissent son travail. Dans les colonnes du Nouvel Obs, il a fustigé, je cite, la gauche et l'islam. Et le magazine de titrer, le j'accuse. Dis donc, si Kepel est arrivé au niveau de Zola, on est vraiment mal barré. Alors le monsieur s'est mis à tirer sur tout ce qui bouge, les quelques intellectuels qui osent dénoncer l'islamophobie, le Bondi Blog qui aurait été phagocyté par les frères musulmans, sans jamais définir ce que c'est un frère musulman, ceux qui gardent une culpabilité postcoloniale, oui c'est vrai que les colonies c'était un temps béni et qu'on a raison de ne toujours pas faire le bilan de ce qui s'est passé là-bas. Alors pour Kepel, dénoncer l'islamophobie, ça veut dire refuser de dénoncer le terrorisme et se rendre l'idiot utile de Daesh. Rien que ça. Combien de fois les musulmans ont dénoncé le terrorisme alors qu'ils en sont les premières et de loin, très loin, les premières victimes. Continuer de demander aux musulmans ou d'exiger d'eux qu'ils dénoncent le terrorisme, c'est comme demander aux victimes de meurtres et de viols de condamner ces crimes tout en acceptant que personne ne vienne les aider. Mais comme l'a très bien dit un certain François Burga, dans un monde dominé par l'Occident, il faut que l'Occident accepte de prendre ses responsabilités quand ça va mal. Voyons, lorsque Daesh publie un article pour déclarer que les attentats ont pour but non seulement de répandre le sang et la terreur, mais aussi de provoquer des répercussions contre les musulmans occidentaux pour qu'ils choisissent leur camp, mourir avec les mécréants ou vivre avec Daesh, Gilles Kepel refuse de voir la réalité telle qu'elle est. Or, si Gilles Kepel s'offusque du terme islamophobie et qu'en plus il dénonce les tenants d'une thèse d'un racisme d'État, voyons voir ce qui s'est passé depuis un an. Qu'a fait l'État avec son état d'urgence, ces 4000 perquisitions brutales qui ont ciblé les musulmans en priorité, comme le confirme la LDH, Ligue des droits de l'homme, Amnesty International et Human Rights Watch. Qu'a fait le gouvernement avec son projet de déchéance de nationalité et son idée d'ennemi de l'intérieur, des thèses qui sont reprises mot pour mot de la France de Vichy? Qu'a fait Manuel Valls en affirmant à tue-tête
s'expliquer, c'est excuser. Comme si, implicitement, il nous disait que les gens naissent terroristes et ne deviennent pas terroristes. Keppel continue pourtant de prétendre que le stratagème de Daesh est servi par les islamo-gauchistes. Ben, j'en sais rien. Peut-être que Keppel continue à expliquer un petit peu ce en quoi il veut en venir. Alors, il se plaint aussi que ces militants dénoncent la France comme pays islamophobe, notamment, je cite, dans la presse anglo-saxonne. Pour commencer, si la presse française nous laissait prendre la parole, on lui accorderait la priorité. Mais si Keppel, qui truste les médias depuis des années, peut nous pistonner pour prendre la parole à la radio, à la télé, au Nouvel Obs ou ailleurs, eh ben dans ce cas-là, il peut prendre mon numéro de téléphone, je suis partant. Mais le problème, ce n'est pas que la France est un pays islamophobe, il ne faut pas identifier la France au petit nombril de son élite parisienne, ce sont les élites qui dirigent le pays et sa presse qui sont islamophobes. Et comme le dit si bien Jacques Rancière, ce sont les élites qui injectent le racisme par le haut. Les titres tapageurs du Point ou de Marianne, par exemple, combinés à ce qu'on appelle la lepénisation des esprits, comme en témoigne la primaire de droite et la tentation identitaire à gauche, lui donnent malheureusement raison. Quant à un certain... Et pourtant, je l'ai rencontré en personne, il semblait vouloir guérir de ce fameux fléau. Un certain Alain Jakubowicz, patron d'Alicra, ce vénérable rentier de l'antiracisme, il a rassemblé ses copains pour, encore une fois, sa thérapie de groupe qu'il a appelée « Faux amis de la laïcité et idiots utiles ». Et qui étaient les convives? Le gratin des racistes de l'antiracisme, dont une certaine Céline Pina, inconnue jusqu'ici, mais qui s'est fait un nom en comparant le foulard des musulmanes à, je cite, un brassard nazi, ou encore, et pas des moindres, le délégué interministériel pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, un certain Gilles Clavreul, plus connu sous son surnom de Jacouille de l'antiracisme, qui lors de sa première interview a établi une hiérarchie des racismes. L'antisémitisme serait pire que l'islamophobie. Bah voyons. Alors pour Jakubowicz, l'islamophobie est, je cite, une imposture. Il ajoute même que l'islamophobie est un droit, car selon lui toujours, on a le droit de ne pas aimer l'islam. Oui, sauf que c'est l'islam qui tient le monopole de la diabolisation, et ce sont les milliers de personnes de confession musulmane qui en payent le prix. Je vais le répéter pour la énième fois. L'islamophobie, ce n'est pas l'interdiction de critiquer l'islam, ce n'est pas la demande d'aimer les musulmans, mais c'est l'interdiction, ou plutôt ce sont les attaques contre les personnes ou les institutions en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Il s'agit donc des attaques contre les personnes et pas contre une religion. Et cette islamophobie est une bénédiction pour la droite et la gauche qui les a fait converger et les a mis d'accord. À tel point que les gens se réjouissent que Emmanuel Macron n'a pas mentionné pendant 20 minutes le mot islam ou musulman comme on le disait il y a quelques secondes. Alors, on ne peut pas convaincre un raciste sincère car non, il n'y a pas d'islamophobie ni de racisme d'État car malgré les 24 mesures qui ciblent spécifiquement les musulmans depuis 1987, il n'y a pas d'islamophobie et de racisme d'État. Il n'y a pas de racisme ni d'islamophobie d'État lorsque, en 2016 en France, on en soit arrivé à saisir le Conseil d'État rien que pour donner au droit aux femmes de s'habiller comme elles le souhaitent, à commencer par les femmes de confession musulmane. Non, il n'y a pas d'islamophobie ni de racisme d'État lorsque la secrétaire d'État aux droits des femmes demande l'interdiction du voile à l'université, une certaine Pascale Boistard. Non, il n'y a pas d'islamophobie ni de racisme d'État lorsque la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, compare les femmes voilées à, je cite, les nègres américains qui étaient en faveur de l'esclavage et qui récidivent hier dans les colonnes du Canard enchaîné en comparant voile et terrorisme. Non, il n'y a pas d'islamophobie ni de racisme d'État lorsque le premier coupable d'actes de discrimination n'est autre que l'État et que la seule réponse au racisme qu'il nous apporte n'est pas de donner vie à l'idéal républicain, ni d'appliquer les lois antiracistes existantes, mais d'accorder l'impunité aux actes islamophobes et de combattre le racisme, non pas dans les tribunaux, mais avec des campagnes de communication type hashtag tous unis contre la haine. Plutôt hashtag tous unis, on se moque du monde. Ces soubresauts et gesticulations islamophobes sont spécifiquement parisiennes et malgré mon amour pour ma ville, je dois admettre que, comme le disait le prix Nobel de littérature V.S. Naipaul, ouvrez les guillemets, si vous voulez voir des intellectuels imposteurs en qualité, rendez-vous à Paris. Fermez les guillemets. Ça prêterait à sourire si les enjeux n'étaient pas si graves. Parce que je rappelle que l'islamophobie n'est pas un problème hypothétique. Elle commence par des mots et se termine par un génocide, comme ça a été le cas à Srebrenica et comme c'est le cas aujourd'hui pour les Rohingyas.
Alors, avant de recueillir la réaction d'Ousmane et peut-être aussi de nos auditeurs, c'est un petit peu dans un même genre que vous aviez écrit un article dans Mediapart, Yasser. Oui, c'était c'était un billet que j'avais publié sur le club Mediapart, enfin mon blog que je tiens sur Mediapart, que j'avais titré l'alliance objective entre islamophobie et terrorisme. Et j'avais fait en fait une analyse des discours des islamophobes de droite et de gauche et les avais mis en relation avec les discours tenus par Daesh. Et on voit bien en fait qu'il y a une similitude des discours. Lorsque Daesh, par exemple, appelle à ce que les musulmans quittent l'Occident, même s'ils en sont natifs, ben on voit que les islamophobes demandent la même chose. Lorsque Daesh dit dans son article la destruction de la zone grise, que les attentats ont pour but non seulement de faire couler le sang, mais aussi de provoquer des répercussions contre les musulmans, on voit bien que les islamophobes de droite comme de gauche, lorsqu'ils s'en prennent aux musulmans et aux musulmanes après chaque attentat, ne font que conforter Daesh dans sa stratégie. D'ailleurs, pour citer David Thompson, qui est un peu spécialiste de la question, oui. il disait justement que les images de cette femme à qui on a demandé de retirer son chemisier sur une plage publique vont alimenter les thèses de Daesh pendant les décennies à venir. Et donc, là, je pose la question à notre Gilles Kepel. Si vos thèses alimentent les thèses de Daesh, si vos positions confortent celles de Daesh, je me demande bien qui est l'idiot utile. Alors, Ousmane, peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit? C'est une très belle intervention qui résume beaucoup de choses quant à la situation, à savoir qu'il y a une alliance objective entre les identitaires et ceux qui tiennent le haut du pavé de la finance internationale. À savoir que malgré les apparences, les uns vont utiliser les musulmans comme étant un moyen tout simplement de maintenir l'ordre des choses, et les autres, c'est-à-dire les identitaires, prendront non pas les musulmans comme un moyen, mais comme un objectif à atteindre, parce qu'ils estiment que cela met en danger l'unité culturelle ou l'exception ou le caractère supérieur de leur race et de leur peuple. Donc il y a cette alliance objective qui est cachée à travers des mots démocratie, des mots égalité des femmes, des mots positifs, laïcité et autres. Mais derrière les mots, il y a ce que j'appelle un laïcide. Derrière les mots de on veut aider les femmes musulmanes, il y a l'idée de soumettre une communauté musulmane à travers ces femmes et à travers aussi ces hommes, entre guillemets, et ces jeunes. Il y a en tous les cas un jeu malsain, une manipulation des mots qui masque au fond le fait qu'une grosse partie de la classe intellectuelle et politique française est passée à l'extrême droite tout simplement. Les thèses qui sont défendues à gauche au nom de la laïcité, au nom de l'identité de l'autre côté de l'échiquier, ressemblent à s'y méprendre avec ce qui se disait sous Vichy. Ouais. Et moi j'interpelle aujourd'hui, alors que tu sois musulman ou pas, que tu pries pas, la question elle est plus là en fait. C'est toi qu'on vise. Moi j'ai rencontré un mec qui me dit, Ousmane, la France est un grand pays. Ok, d'accord, j'ai grandi ici, je le connais ce pays. Et il faut respecter ses mœurs. Mais ses mœurs, c'est nous. Il me dit, tu comprends, parce que les juifs aussi, ils ont souffert. Ils n'ont pas été acceptés alors qu'ils sont là depuis plus longtemps que nous. Mais eux, ils ont dû passer par un génocide pour qu'ils se fassent respecter. Entre guillemets, ça veut dire qu'il faut que moi je me fasse génocider pour que la France me respecte. C'est qu'on en est à ce degré de soumission et d'imbécilité de la part d'un certain nombre de soi-disant musulmans, arabes ou autres, qui en viennent tellement ils sont soumis, en viennent à accepter de se faire gifler, de se faire insulter, et même de participer à l'insulte et à l'islamophobie ambiante. Et j'interpelle donc, à un moment donné, les gens de gauche, de droite, les humanistes, les religieux, les non-religieux, la question elle est plus là, tous ceux qui sont pour l'humain. Est-ce acceptable de pointer une partie de la société en faisant un bouc émissaire? Est-ce que vous pensez, comme dirait le célèbre Fulkenkraut, et ce mec-là, il n'en manque pas une occasion pour dire des choses intelligentes, en disant que Hitler ne fera pas une seconde carrière. On en est à cette stupidité-là. Bien sûr qu'Hitler ne reviendra pas, mais si ces idées sont dans ta bouche, cher ami, tu es son allié objectif. Donc encore une fois, je souscris tout à fait à tout ce que tu viens de dire, mais maintenant, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous proposons contre cette islamophobie, ce racisme ambiant. Il faut un autre projet de société, une autre vision de l'homme, une autre vision de ce que nous voulons faire de notre pays, un meilleur partage des richesses et des actions qui donnent un nouvel horizon solidaire à ceux qui
veulent agir pour l'humain. Ça passe par un homme ou une femme politique ou ça passe par un projet collectif? Ça passe par un projet collectif et des leaders conscients. Et ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Avant d'accueillir notre invité, on va accueillir Ali au téléphone, 01 40 33 9000. Bonsoir Ali. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Ousmane et bonsoir l'invité, comment il s'appelle là? Yasser Louati. Yasser. Bonsoir Yasser. Yasser, il sera bientôt. L'année prochaine, tu verras, on se souviendra de ton nom. Mais tout le monde le connaît, Yasser. Pardon, Ali, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, Ali? Vous connaissez pas Yasser? Si, je connais. Ah bon? J'écoute tout le temps le forum. Je connais bien, Mais merci pour leur intervention sur le forum, ça enrichit le forum. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, Ali? Alors, sur l'islamophobie, en premier lieu, puis je vais parler de la présidentielle. Sur l'islamophobie, je voudrais dire que c'est un os qu'on a donné à ronger un petit peu en France. C'est un os à ronger. Je m'explique. Cet os à ronger, c'est-à-dire c'est pendant qu'on ronge l'os islamophobie, on tombe dans le piège. Pendant ce temps-là, on ne parle plus de la Palestine, du sionisme, de la colonisation, etc. C'était ce qu'on parlait il y a des années en arrière, c'était la Palestine, le sionisme, etc., tous ces crimes. Et maintenant qu'on a envoyé le point avec ces premières pages, l'islam est-il compatible et j'en sais rien, et tous les politiciens qui interviennent sur l'islamophobie, sur l'islam incompatible et tout, ce sont tous des gens qui vont tous pointer au dîner du CRIF. Je m'explique, je répète bien. Ce sont tous des personnalités qui vont pointer au CRIF. Bien sûr, ça, il y a tout le gratin qui est présent au dîner du CRIF. Mais qu'est-ce qui interdit à une grande organisation musulmane d'en faire autant, je veux dire? Pourquoi pas? Non, c'est-à-dire comment dirais-je, les lobbies. Le lobby cherche à s'incruster dans l'État pour essayer de le modifier de l'intérieur. Alors que le musulman n'a pas comment dirais-je, cet esprit de vouloir trafiquer, conspirer, etc. Bon. C'est pour ça qu'un lobby musulman a des difficultés. Je voudrais dire rapidement, Ali, parce que le projet contre l'islamophobie, eh bien parler de la Palestine et du sionisme tous les jours. Et maintenant, pour choisir un président en France, il faut que le candidat dise carrément sur les débats à la télévision son orientation de politique étrangère, de non-interventionnisme contre ceux qui financent le terrorisme, les Saouds, Qatar et les États-Unis qui ont créé Daesh. Il faut qu'il parle de tout ça, son orientation de politique étrangère, et derrière cela, vous aurez la personnalité du futur candidat. Merci Ali pour votre perception des choses que pas forcément tout le monde partage, mais bon, au moins elle a le mérite d'être entendue. Je précise quand même une petite remarque, c'est vrai que Ali pointe du doigt ces représentants, ces hommes et femmes politiques. Je ferai juste une petite observation. Il y a des radios de confession juive qui existent sur la bande FM qui font à peu près 0,01, 0,2 en termes d'audience, qui est absolument très peu. Et pourtant, toutes les semaines, dans leur rendez-vous politique, ils s'offrent, tout le gouvernement qui sont passés par là, tous les candidats aux primaires de la droite viennent répondre à leurs questions. Donc à partir de ce moment-là, des questions à se poser aussi. Je pense que les radios communautaires font la même chose, mais bon, n'arrivent peut-être pas à le même objectif, en tout cas d'avoir tout ce gratin politique toutes les semaines lors d'un rendez-vous hebdomadaire politique. Voilà, ce sont juste oui. Moi, j'aimerais quand même adresser un message à nos amis juifs. Moi, je suis pas trop, je l'ai indiqué à plusieurs reprises, j'ai pas grandi dans dans l'idée de ce conflit qui est le conflit israélo-palestinien. J'en suis un peu loin de par mes origines. Même si je constate quand même qu'il y a un gros qui frappe un petit et que moi j'ai tendance à prendre la défense du petit. Mais de grâce, s'il vous plaît, ne confondons pas d'une part le sionisme et la défense d'Israël avec le judaïsme. C'est plus âgé que l'État d'Israël, d'une part. D'autre part, il y a un certain nombre d'élites de la communauté juive, qui ne représentent pas à mes yeux en tout cas l'ensemble de la communauté juive, mais qui font le pari de dire qu'il faut relier la critique de la politique israélienne et de sa colonisation avec l'antisémitisme. C'est une erreur fatale. On n'instrumentalise pas
de tels actes, une telle idée, c'est-à-dire la noble idée qu'est la lutte contre l'antisémitisme, on ne l'instrumentalise pas politiquement pour faire taire ceux qui contredisent politiquement les agissements d'un État. Deuxièmement. Troisièmement, l'idée de dire que grâce à la culpabilité que ressent la France et l'Europe par rapport aux atrocités qu'ils ont fait aux Juifs, et à d'autres aussi, mais aux Juifs, il ne s'agit pas à un moment donné d'utiliser ça aussi comme un moyen, au fond, d'indiquer que les privilèges, parce que j'ai entendu certains dire ça à Sciences Po, notamment dans mes cours de camarades, que les privilèges que certains se sont arrogés parce qu'ils sont là depuis très longtemps et qu'ils ont assez souffert en France, seraient remis en question parce qu'il y a une communauté maghrébine de plus en plus nombreuse. Ce qui fait que certains qui avaient des discours humanistes de gauche, par esprit de défense de leur communauté et des leurs, et d'esprit partisan, se mettent à avoir des positions d'extrême droite, mais dirigées contre les musulmans et dirigées contre les maghrébins, parce qu'ils les considèrent comme des dangers, un danger qui risquerait de remettre en question leur position. Ce sont des positionnements stupides qui ne servent pas la communauté juive, qui ne servent pas la France et qui servent pas surtout l'idéal d'humanité que somme toute le prophète Moïse a enseigné et auquel nous obéissons à travers la déclaration des droits de l'homme. Je trouve ça dommage. Ces élites-là s'en mordront les doigts un jour. C'est dommage, il faut pas suivre cette voie-là, et c'est à nous peut-être de proposer autre chose. Peut-être un petit mot à rajouter, Yasser, là-dessus? Non, en fait, je suis toujours contre la mise en rivalité des communautés, parce que faut garder en tête que juifs et musulmans font face au même problème de racisme inhérent et de discrimination. Bien sûr, les musulmans sont en première ligne parce que, bah oui, l'islamophobie, c'est le racisme des notables, c'est le noble racisme, etc. Mais faut encore pas oublier comment se sont comportées les élites françaises après janvier 2015. On n'a pas dit je suis juif, on a dit je suis Charlie. Voulant dire par là que ce qui est sacré, ce n'est pas la vie humaine quand un juif se fait buter parce qu'il est juif, mais ce qui est sacré, c'est le fait qu'on humilie les musulmans à longueur de journée. Ce qui ne justifie absolument pas ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Mais la seule chose qu'on a sacralisée en janvier 2015, ce n'est pas la vie humaine, mais le droit d'insulter les musulmans. Maintenant, sur ce que tu disais, là en fait, ce que tu disais un peu en filigrane, c'est aussi la thèse du nouvel antisémitisme qui est porté en fait par les groupes sionistes, comme quoi le nouvel antisémitisme serait porté par les musulmans. Le problème, c'est que cette thèse-là, en fait, elle est tenue et portée justement pour censurer toute critique d'Israël. Justement, quand on voit un certain Manuel Valls avec BHL, Finkielkraut, etc., pour faire taire toute critique d'Israël, disent l'antisionisme, c'est en fait l'antisémitisme, voilà, dégagé, déguisé. Voilà, antisémitisme, l'antisionisme, c'est l'antisémitisme déguisé. Donc, en gros, ce qu'ils sont en train de dire, et c'est vraiment, ils sont en train de pousser nos compatriotes juifs vers un gouffre. Ils sont en train de dire en fait que les juifs doivent être tenus pour responsables des crimes commis par Israël. Or, il y a bien une différence entre Israël d'un côté et la communauté juive française d'un autre. Mais encore une fois, il y a une supercherie intellectuelle qui est maintenue à longueur de journée, et c'est ce que j'avais dit dans un colloque à la Commission européenne. Il y avait même d'ailleurs Kuckerman qui était là-bas sur place. Je leur disais, vous êtes en train de mener votre propre communauté vers le suicide. Et c'est vous qui en serez responsable, parce que c'est pas vous qui en subirez les conséquences, mais le juif moyen. Quand on est constamment en train d'alimenter et d'attiser les tensions entre juifs et musulmans, alors que eux-mêmes font face à un racisme structurel et profondément ancré dans l'ADN ici en France, on rend service à personne. Et pourtant, juifs et musulmans ont tellement de points communs et ont vécu ensemble pendant de très très longues années, notamment je pense en Afrique du Nord par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Non mais l'histoire récente. Non mais je veux dire, l'histoire récente, Christophe. Je suis désolé. Pendant que les indigènes se battaient pour libérer la France, et des soldats musulmans, tirailleurs sénégalais et d'Afrique du Nord pour libérer la France, l'élite française blanche et chrétienne collaborait avec les nazis et déportait ses propres citoyens juifs. C'est pas les musulmans qui ont déporté les juifs, c'est la France blanche et catholique sous Vichy qui l'a fait. Et on peut pousser le parler encore plus loin. Lorsque Hitler a envoyé ses émissaires à Mohamed V pour qu'il abandonne et lui livre les citoyens juifs, il a envoyé se faire voir. Et ça veut dire, on va pas en parler. Lorsque dans les années 40, on livrait les juifs aux nazis, la mosquée de Paris les cachait et leur filait des faux papiers. Sauf que ça, c'est une histoire qu'on veut occulter, justement pour servir un agenda de politique étrangère au service d'Israël. Je suis désolé, être juif, ce n'est pas être israélien.
Allez, dans un instant, notre invité, Mohamed Ghanam, qui est docteur, très grand docteur, chirurgien même d'ailleurs je crois, et député tunisien, et il va nous parler donc de la venue du Premier ministre tunisien. C'était la semaine dernière, Premier ministre tunisien rencontré pour France Maghreb 2 par Tarek Mami, à suivre dans un instant. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Docteur Mohamed Ghanam, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes toujours d'ailleurs député tunisien, et c'est à ce titre d'ailleurs que je vous ai invité ce soir pour parler notamment de la visite du Premier ministre tunisien qui était en France la semaine dernière, et vous l'avez d'ailleurs accompagné. Je propose d'abord d'écouter ce qu'il a déclaré répondant aux questions et à l'interview de Tarek Mami pour France Maghreb 2. On écoute et on en reparle juste après avec vous, monsieur Ghanem. D'accord, c'est une visite qui vient suite à l'invitation du Premier ministre Manuel Valls. Nous avons reçu cette visite quelques jours après l'investiture du gouvernement. C'est une visite à double vocation, sécuritaire et économique. Aujourd'hui, la Tunisie et la France font face à des défis sécuritaires partagés. Et donc, j'avais dit que face à ces menaces globalisées, il faut une réponse aussi concertée, globalisée, unie. Donc la concertation et la coopération sécuritaire entre la Tunisie et la France sont aujourd'hui plus que nécessaires dans cette phase que nous traversons. Sur le volet économique, la Tunisie a achevé sa transition démocratique et politique. La Tunisie est un pays libre, est un pays où la presse est libre et la parole est libre, et donc nous avons fait des avancées considérables en matière démocratique. Aujourd'hui, il s'agit de consolider l'expérience démocratique tunisienne en essayant de relancer l'économie tunisienne qui a été affectée les dernières années par la chute du tourisme, par la situation en Libye. Et donc nous comptons déjà sur la conférence d'investissement qui va avoir lieu le 29 et 30 novembre prochain. Le Premier ministre Valls sera en Tunisie en tête d'une délégation d'hommes d'affaires importants. Et donc nous comptons bien évidemment sur la France pour être à côté de la Tunisie, pour aider l'exception tunisienne dans ce décollage économique qui permettra d'ancrer la démocratie tunisienne définitivement dans le rang des démocraties avancées. Voilà, c'était donc le Premier ministre, on rappelle, en visite en France la semaine dernière, et répondant ainsi aux questions de Tarek Mami, journaliste pour France Maghreb 2. Docteur Ghanem, vous l'avez accompagné, le Premier ministre tunisien, aussi bien dans son voyage en France. Je crois que vous êtes parti même au Sénat avec lui. Racontez-nous un petit peu les coulisses de ce voyage et qu'est-ce qui s'est dit. Ben écoutez, mercredi après-midi, on était reçu par monsieur Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, un accueil extrêmement chaleureux puisque M. Barthelone lui-même est d'origine tunisienne. Et effectivement, le chef du gouvernement tunisien a exprimé clairement les envies de la Tunisie, plutôt les nécessités actuelles de cette nouvelle démocratie, à savoir qu'il disait en tout cas que la démocratie tunisienne est en route et que cette démocratie sur le plan politique, elle est gagnée. Puisque on a eu une assemblée nationale ou une ARP qui était élue. On a eu un président de la République qui est aussi élu. On a un gouvernement d'union nationale. Sur le plan institutionnel, on a trop tardé à faire nos institutions. On a pris beaucoup de retard, c'est vrai. Mais les institutions nécessitent quand même un sérieux auditant. Et maintenant, le défi, il est, comme vous l'avez dit, comme il l'a dit, avant tout sécuritaire. Et la sécurité s'améliore énormément en Tunisie. Oui, 2016, il n'y a rien eu, Dieu merci. Le défi est surtout maintenant économique. Et maintenant, ce gouvernement s'attaque à l'essor économique du pays, et il est venu justement exprimer l'aide qu'on attend de l'Europe en général, qui a fait beaucoup de promesses mais qui n'a rien donné pour l'instant, ou presque. Et donc il a expliqué qu'en fait le défi sécuritaire
La Tunisie, c'est quand même la frontière sud de l'Europe, et donc la sécurité en Tunisie concerne directement la sécurité en Europe, et que si on veut vraiment avoir une démocratie de l'autre côté de la Méditerranée, dans un pays émergent musulman, c'est le moment d'aider cette démocratie à se développer, mais elle ne peut pas se développer sans économie. Ensuite, et le soir même, il a fait une conférence à Sciences Po, je l'ai accompagné aussi. Il a dit à peu près la même chose, ça était pleine. Il y avait beaucoup d'étudiants tunisiens qui étaient, et ça faisait plaisir. Et le lendemain matin à 10h, on était reçus par le Sénat, par le président du Sénat, M. Larcher, il y avait M. Raffarin, il y avait le président de l'amitié France-Tunisie au Sénat, c'est M. Jean-Pierre Sueur, et le discours était le même. En tout cas, la France, institutionnellement parlant et politiquement parlant, elle exprime une volonté d'aider la Tunisie, et j'espère que tout ça se concrétise assez rapidement, parce que l'urgence est économique en Tunisie, et il y a justement ce congrès ou cette réunion pour l'investissement en Tunisie fin novembre. On espère que ça apporte des fruits pour nous, pour qu'on puisse s'en sortir de cette crise qui dure maintenant depuis 5 ans. Il faut savoir que sans stabilité politique, on ne réussira pas. Depuis 2011, on a eu 7 gouvernements, et j'espère que ce gouvernement restera jusqu'à la fin de la mandature pour accomplir les besoins de la Tunisie, en particulier économiques. Voilà en résumé ce qui s'est passé. Vous êtes un député tunisien, donc confiant pour l'avenir de votre pays, et j'espère en tout cas que vous avez raison. On l'espère en tout cas de tout cœur, Monsieur Ghanem. Alors, juste avant de se quitter, juste un petit mot, parce que vous êtes un fin connaisseur et observateur aussi de la politique du pays dans lequel vous vivez, c'est-à-dire la France. Et en ce moment, il y a ce fameux débat des primaires et ce premier tour qui approche à grands pas. Alors, si vous deviez en quelques phrases faire une petite analyse de cette campagne qui a été quand même assez agitée et de ce qui s'en dégage pour cette primaire de la droite. En 2 mots, je pense que la France, comme la Tunisie d'ailleurs, elle a besoin d'hommes d'expérience. Et à mon avis, si les réformes que Juppé avait prévues en 1995 étaient faites, on ne serait pas là aujourd'hui économiquement parlant. Alors, moi, personnellement, mon choix, il est fait, mais il est fait de façon raisonnable, parce que pour moi, les autres n'ont pas beaucoup d'expérience. Monsieur Sarkozy a trop d'expérience, puisque lui, il a quand même gouverné pendant 5 ans, et Monsieur Fillon, il était quand même son Premier ministre, et on se rappelle très bien de son ministère de l'identité nationale, sur cette identité qui reste maintenant. Maintenant, on parle même des fondamentalistes de l'identité. Ouais. Et je pense que l'identité heureuse, effectivement, nous, on est prêts. Tous les musulmans de France, tous les étrangers qui vivent en France sont vraiment pour la France, sont vraiment pour que cette France s'en sorte économiquement parlant et sécuritairement parlant. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir de personne. On est des Français à part entière, et on fera tout pour qu'en France, tout marche pour le mieux. Donc, vous allez voter Juppé, si j'ai bien compris. Absolument. Je vote Juppé, et j'invite même les gens à voter Juppé. Merci, docteur. Merci. Alors, est-ce que vous allez suivre son appel, Ousmane Timéra, à voter Juppé? Non. Je voterai pas Juppé. Je trouve que son programme est justement le même qu'en 95, qui lui a valu... Alors quand on dit que le docteur Ranam dit que si il avait pu aller jusqu'au bout de ses réformes proposées en 95, on n'en serait pas là économiquement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais c'est le programme de Juppé qu'on met en place depuis une dizaine d'années. Si je vais dire les propositions de Juppé en 95, au niveau de la retraite, au niveau de la diminution des fonctionnaires, au niveau de la remise en question d'un certain nombre, entre guillemets, de droits chèrement acquis par les salariés, c'est ce qui est mis en place depuis Chirac. Et depuis Chirac, c'est-à-dire après la défaite de Lionel Jospin en 2002 et en 2001 pardon, et avec 2002, Sarkozy, c'est en 2002. Oui, 2002. Et avec le gouvernement de Sarkozy et avec le gouvernement de François Hollande. Le problème qu'on a avec un certain nombre de personnes, c'est qu'ils personnifient au fait
les politiques publiques qui sont mises en place. C'est la même politique publique néolibérale qui est mise en place depuis le début. Et Alain Juppé, comme François Fillon, comme Nicolas Sarkozy, ne sont que les faire-valoir de ce système. Il faut changer de système. Donc moi, je ne voterai pas pour Alain Juppé, comme je ne voterai pas pour le Parti socialiste. J'attends mieux. Moi, je veux une politique qui soit humaniste, qui donne la priorité aux plus pauvres, qui fait en sorte que la France et les pays ne soient plus entre les mains des banques. La question de la monnaie, notamment le dollar, si nos hommes politiques veulent être sérieux, s'ils veulent que la France et l'Europe aient leur indépendance, il faut remettre en question la suprématie du dollar. Le problème, c'est que tous les présidents qui sont amusés à dire ça, soit sont fait assassiner, soit ont eu des manifestations et des coups d'État, en tout cas ils s'en sont pas sortis. Or, le fait qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus de pauvres dans des pays de plus en plus riches, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème au niveau même de la monnaie, parce que la monnaie telle qu'elle est émise notamment aux États-Unis par la Fed, mais c'est le même principe que suit aujourd'hui la Banque centrale européenne, c'est qu'elle n'obéit pas à la volonté politique, elle obéit à la logique économique. Et ce d'autant plus que la Fed ce sont avant tout des institutions privées et non pas publiques. Donc voilà, est-ce que François Fillon, est-ce que Nicolas Sarkozy, est-ce que Alain Juppé, est-ce que François Hollande, est-ce qu'Emmanuel Macron remettent en question la suprématie de l'argent et de sa logique sur le reste des intérêts des pays? Yassir Louati. Je vais te contredire, Ousmane. C'est bien, il faut. Je pense pas que l'euro soit meilleur que le dollar et qu'il mériterait d'être la monnaie en fait. Regarde la crise de l'euro, là, c'est pas. Mais moi, je défends pas l'euro, moi. Ah, d'accord. Je dis que c'est la même logique. Ah, d'accord. C'est qu'aujourd'hui, la logique, les banquiers, la banque n'obéit pas aux politiques, à ses orientations. Or, quand un pays ne maîtrise pas sa monnaie, il peut pas lutter sérieusement contre la pauvreté. C'est du pipeau. Non, c'est clair. Quand on maîtrise pas sa monnaie, on lutte contre rien. Alors, sans Juppé, je t'ai vu bondir, Yassir. En fait, j'ai bondi non pas, avant déjà que Juppé soit mentionné, c'est le fait que, je sais pas, le monsieur, il est député tunisien et il vit en France, c'est ça? Ouais. Et donc en fait, je comprends pas il se positionne comme quoi en fait, il est député tunisien ou en tant que citoyen français? Citoyen français quand il parle de la France et des primaires. Après, quand il parle de la Tunisie, en tant que député tunisien, évidemment. Ouais, mais ça aurait été bien, je pense, en tout cas pour lui, hein. Moi, j'aurais été le Premier ministre, je l'aurais tapé sur les doigts. Quand tu parles de la Tunisie en tant que personne qui a accompagné le Premier ministre, tu parles que de la Tunisie. Exactement, on fait la distinction. On mélange pas les genres comme ça. Là. On ne peut pas condamner l'ingérence de la France. Après, il répond à une question que je lui ai posée. Hein. Oui, mais dans ce cas-là, il aurait pu ne pas y répondre. Exactement, il aurait pu dire, voilà, je suis en tant que député. Exactement. En ma qualité de député tunisien, je trace une ligne entre ma fonction et l'ingérence des affaires internes à la France. En plus, c'est lourd de conséquences, qui dit. C'est un député tunisien qui vient s'ingérer dans une élection interne à la France. Et qui prend position. Donc, je suis désolé. Pour un candidat, et si jamais celui-ci n'est pas président, on est neutre normalement dans ce genre de situation. Et même pour aller au-delà, elle veut dire on peut pas condamner l'ingérence de la France. Alors c'est un député, attendez, je précise parce que c'est important, c'est un député tunisien élu ici en France par les Tunisiens de France. Hein. Ah, donc c'est un député des Tunisiens à l'étranger. Oui, c'est ça. Oui, mais peu importe. D'accord, mais il reste quand même député de la République tunisienne. La précision est importante. Oui, la précision est importante. Sauf que il reste quand même député de la République tunisienne, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Et donc, lorsqu'il parle, il engage quand même l'institution qui le chapeaute. Je veux dire, il n'est pas en train de parler de foot entre le PSG et l'OM, il est en train de parler des élections. En plus, en période préélectorale, on n'est même pas... Non. Donc pour vous, il n'avait pas à donner son avis. Voilà. Il n'avait pas à donner son avis. Maintenant, son avis de dire que Juppé est la solution et que tout aurait été dans le meilleur des mondes en 95... Si les réformes avaient été jusqu'au bout. Non, mais dans ce cas-là, ça dépend quelle société veut ce monsieur. S'il veut une société gérée avec l'agenda néolibéral, oui, bien entendu, ça aurait été le jackpot pour une petite élite. Sauf que nous, on veut une France qui soit plus sociale, plus inclusive et qui justement ne mette pas sur le côté les plus vulnérables. Or, je pense pas que ce soit avec les réformes de 95 qu'on y serait parvenu. Mais d'autant que ces réformes ont été appliquées. Moi, c'est ça en fait qui me tue. Ouais. C'est que on est en train de nous dire à chaque fois. La forme n'est pas réformée et n'arrive pas à se réformer. Et pendant 30 ans, ce sont ces mêmes politiques néolibérales qui se plaignent de ne pas pouvoir réformer qui sont appliquées. Donc je comprends pas.
Bon, c'est de l'idéologie tout ça. Alors, on va parler rapidement si vous voulez bien, parce que ça a été l'information d'hier. C'est l'annonce donc d'Emmanuel Macron qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en disant que il ne se rallierait pas et que c'était que François Hollande d'ailleurs, parce que la question lui a été posée hier soir, y aille ou y aille pas, ça ne changera absolument rien. Il entend justement y aller quasiment seul avec son mouvement, et il a parlé aussi des clivages gauche-droite. Écoutez. L'enjeu n'est pas pour moi aujourd'hui de rassembler la gauche. Il n'est pas pour moi aujourd'hui de rassembler la droite. L'enjeu est de rassembler les Français. Bon, ça a le mérite d'être clair. Hein, il veut une révolution démocratique, visiblement. Bon, et il a quelques ambitions aussi. C'est quand même un non-événement. Oui. Pour toi? Si. Ça fait longtemps que le mec. Ça fait longtemps que le mec, on sait qu'il voulait se présenter. Oui. Il y a 2 semaines déjà, c'était annoncé qu'il allait se présenter. Oui, mais alors attends, hier. La date est quand même pas choisie au hasard. On est à la veille du premier tour des Républicains. Oui, bien sûr. En matière de com, là, c'est quand même pari réussi. Non, mais je veux dire, on arrive à faire tout un foin sur le plan médiatique. Oui. Avec quelque chose qui n'est pas un événement. C'est pas une surprise, on savait déjà. Il a confirmé, c'est seulement ce que les gens attendaient, quoi, c'est tout. Ouais, mais voilà, y a rien de nouveau. Quelles pourraient être les conséquences de la candidature Macron, je pense par exemple pour la droite et aussi pour la gauche? Est-ce que ça va avoir des conséquences selon vous? Démobiliser le camp Juppé. Avec la montée de Fillon dans les sondages. Et d'ailleurs, Juppé n'est pas tendre avec Macron. Hein. Non, il peut pas être tendre avec lui. Moi déjà, indépendamment des idées économiques que je ne partage pas. Je pense que ce mec-là, il va rien inventer sur le plan de la politique économique en France. Ça va être du néolibéralisme. Je suis quand même content qu'il se présente. Je suis content qu'il se présente. Je trouve que son audace est la bienvenue. Il faut casser la baraque. Je suis d'ailleurs très étonné de voir les uns et les autres, notamment Manuel Valls, indiquer qu'il est trop jeune, qu'il manque d'expérience, etc. Ça tombe bien que tu parles de lui. Je te propose d'écouter tout de suite la première réaction de Manuel Valls à la candidature de Macron. L'exercice du pouvoir, c'est une éthique de responsabilité. C'est savoir tenir bon. C'est avoir le sens de l'intérêt général, le sens du collectif, refuser les aventures individuelles. Voilà, autrement dit, t'es un peu trop jeune pour y aller, attends un peu, quoi, c'est ça? Ouais, mais bon, voilà, comme on dit, quand t'en as pas de pudeur, on dit ce qu'on veut. Non, mais c'est Manuel Valls qui dit ça. Manuel Valls qui parle d'éthique et de responsabilité. Et de collectif. Non, mais franchement, on voit bien, c'est quoi? Ils vivent vraiment dans un monde à part, et nous, on est en train de les regarder en se disant, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Manuel Valls, avec son bilan, avec son passif, avec son je m'en foutisme des intérêts, ou plutôt de l'intérêt général, et de sa mise en, de s'être couché face à des groupes de pression, on va pas les nommer parce qu'ils sont trop nombreux, il ose dire qu'une personne qui en fait de même n'a pas d'éthique et n'agit pas pour le collectif. Mais de quel collectif il parle? Alors une autre réaction, et d'ailleurs tu en faisais référence, Ousmane, celle d'Alain Juppé, hein, qui pourrait faire perdre justement des voix à Alain Juppé, cette candidature Macron. Il a apparu quand même assez serein vis-à-vis de la candidature Macron. Moi je pense pas. Écoutez Alain Juppé. C'est d'abord un problème pour Monsieur Hollande et pour la gauche. Pour moi, Monsieur Macron est le co-auteur de la désastreuse politique économique qui a été conduite depuis 2012. Il essaye aujourd'hui sans doute de se refaire une virginité. Mais ce n'est pas ça qui est de nature, me semble-t-il, à inspirer confiance. Bon, il apparaît serein, visiblement. Non, il apparaît serein, mais ce que je veux dire, tout ça, c'est de la gnognotte. On est en train de jouer à la baballe avec les enjeux sont pas ici. Que ça soit Alain Juppé, que ça soit Emmanuel Macron, que ça soit Valls. Il continue de vouloir gérer, je dis gérer et pas diriger, hein, de vouloir gérer la France dans les cadres qui empêchent celle-ci de progresser. Tant qu'on remet pas en question à un moment donné la politique économique, tant que on fixe pas de nouvelles orientations qui vont dans le sens de l'intérêt général et de la protection de la nature, tant qu'on remet pas en question l'ensemble des règles du jeu, on peut pas gouverner. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le président français est une marionnette qui ne gouverne rien. Rien, que dalle. On n'a pas les moyens de pouvoir mener une politique économique digne de ce nom, d'avoir un positionnement au niveau international digne de ce nom, de quoi on parle. Donc tout ça, c'est un peu love story, à mes yeux. Et je caricature à peine. Mais pour revenir à Macron, je salue quand même l'audace. Je salue le fait qu'il en a rien à faire, au fait, du système politique présent.
Je ne suis pas d'accord sur le plan d'un certain nombre de positionnements qui sont les siennes, notamment économiques, mais force est de constater que beaucoup devraient faire pareil. On attendra le programme parce que visiblement il va être dévoilé bientôt. J'ai quand même à apporter une précision, surtout pour les personnes en fait qui se sont réjouies, qui sont tentées par, c'est vrai, il est beaucoup plus jeune que les autres, etc. Il a même pas 40 ans. Il a notre âge, quoi. Ouais, c'est ça. Il a de l'audace, comme tu le dis, etc. Et beaucoup, bien sûr, se sont réjouis qu'il n'ait pas en fait versé dans la stigmatisation des musulmans et, et les thèses nauséabondes. Oui. Donc ça, c'est vrai. Ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut saluer. Voilà, ça, il faut le saluer. Par contre, et là, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de se dire, oui, donc, parce qu'il n'a pas fait dans l'islamophobie, on va le soutenir. Il faut quand même aller au-delà et ne pas, non, justement, il ne faut pas aussi être égoïste, parce que c'est le piège qui pourrait être tendu, c'est que justement, on se dise, on va le soutenir parce qu'il fait pas dans l'islamophobie et donner un blanc-seing à ces politiques néolibérales qui, lorsqu'elles seront appliquées, ne feront qu'alimenter les thèses racistes parce que on aura une augmentation de la pauvreté, de la paupérisation, etc. et de la précarité. Et donc, on s'en prendra, encore une fois, aux citoyens de confession musulmane qui auront hérité de 30 ans de diabolisation et qui seront, encore une fois, pointés du doigt. Donc, il ne faut pas être égoïste. Quand on parle de justice sociale, on dénonce l'islamophobie, mais aussi on dénonce les politiques qui ne font qu'augmenter les inégalités et qui ne font que pérenniser la mainmise des banques, de la grande finance, de Big Pharma et de l'oligarchie sur l'économie du pays et sur ses intérêts. Donc, de grâce, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège-là en se disant, de toute façon, il m'a rassuré sur la question d'islamophobie et après moi, le déluge. Alors, rapidement, avant de passer à vos coups de cœur, messieurs, je voulais vous parler de ce qui se passe en Tunisie. C'est l'aboutissement de près de 3 années de travaux. L'instance Vérité et Dignité entame aujourd'hui ses audiences publiques. À Tunis, cette commission donne la parole aux victimes, notamment des années Ben Ali, pour identifier les responsables des violations des droits de l'homme pendant ces décennies de dictature, longue période qui va de 1955 à décembre 2013. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée? Je reste quand même très méfiant des effets d'annonce. Ouais. D'accord. Il faut quand même que ça aille jusqu'au bout. Le but, c'est pas de dire on a fait ceci et cela et que les véritables coupables soient en fait exonérés et qu'ils soient en fait jamais traduits en justice. Faut pas oublier qu'il y a quelques mois, on avait le porte-parole du gouvernement qui disait que il fallait laisser Ben Ali revenir en Tunisie. Ouais. Ça, quand même, fallait le faire. Il faut pas oublier que les grosses têtes du régime Ben Ali, on a arrêté certains symboles, mais que beaucoup en fait n'ont pas vraiment été inquiétés. Ouais. Donc non, veut dire il faut regarder, il faut pas condamner tout de suite. Je reste très méfiant. L'histoire nous apprend que ce genre de commissions qui sont faites du haut vers le bas et qui n'ont pas en fait une supervision populaire, par exemple, où les familles des victimes ont leur mot à dire et ne sont pas en fait écoutées. Faut voir, mais encore une fois, je reste perplexe parce que l'expérience, malheureusement, fait que lorsque on met sur place ce genre de commission, c'est plus pour dire on l'a fait, passons à autre chose. Il y a une longue période quand même, Ousmane, entre 1955 et 2013 quand même. Oui, c'est une longue période. Guiba, Ben Ali et un peu aussi... En amont de ça, j'aimerais revenir sur le propos du député. Et ensuite, je fais le lien avec cet événement-là. L'intérêt des Tunisiens et l'intérêt français ne sont pas identiques. Tant que le Maghreb, et j'en profite pour en parler aussi du côté de l'Afrique de l'Ouest, tant que nous continuerons à agir sur le plan géopolitique dans les frontières héritées de la colonisation, frontières qui ont été établies pour affaiblir ces États-là et les mettre en état de dépendance par rapport à l'ancienne métropole, nous en sortirons pas. La Tunisie ne pèse que dalle face aux intérêts français et aux intérêts de l'Europe. Ça, c'est un premier point. Donc, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, les pays du Maghreb, mais aussi les pays de l'Afrique de l'Ouest, remettent en question, en tout cas, l'ordre des choses, qu'il y ait de véritables unités, de véritables marchés communs qui leur permettent d'avoir une indépendance sur le plan économique et sur le plan agriculturel et de l'agriculture et culturelle, et qui puissent peser ensuite dans les négociations par rapport à des mastodontes que sont l'Union européenne ou la Chine ou les États-Unis. Tous les autres pays ont compris que des petits pays
ne peuvent rien dans le nouvel ordre mondial actuel. Et il y a que nous, en Afrique, qui nous amusons à nous crêper le chignon autour de petites frontières à 2 balles qui ne servent pas nos intérêts. Ceci est vrai sur le plan géographique, comme cela est vrai aussi sur le plan historique. C'est-à-dire, à un moment donné, restreindre l'histoire de la Tunisie comme s'il y avait, ou de l'Algérie, ou du Maroc, comme s'il n'y avait pas une histoire commune au-delà de ces frontières, parce que ces frontières sont quand même récentes, c'est un deuxième moyen de restreindre le champ de vision et d'influence de ces pays-là. Cela est vrai pour l'Afrique de l'Ouest, cela est vrai pour le Maghreb. Et donc je reviens sur cet événement. Je trouve que c'est une bonne chose de vouloir juger, en tout cas de comprendre ce qui s'est passé. Comprendre ce qui s'est passé en vue de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Mais et que ça soit pas de la poudre aux yeux, que ça soit pas du populisme. Parce que nous savons quand même que Ben Ali, c'est d'abord et avant tout, et Ben Ali et Bourguiba, c'est d'abord et avant tout un système. Donc c'est bien beau de fustiger l'image, l'idole. Ouais. Mais si le système il est en place, si c'est toujours les mêmes oligarchies qui commandent. Vous voulez dire que Ben Ali est parti, mais que c'est un peu... mais Ben Ali est parti parce qu'on l'a fait partir. Le système Ben Ali existe toujours, selon moi. L'administration centrale, elle est restée. Elle a pas été purgée. Ouais. Je veux dire, Ben Ali n'a jamais prospéré tout seul. Il a bien irrigué un système pour qu'il reste sur... Un système mafieux. Exactement. Donc forcément, on a fait partir les têtes visibles, mais l'arrière-garde, elle est restée. Donc tout ça, à un moment donné, et puis avec la complicité, faut le dire aussi, mais peut-être qu'ils avaient des raisons aussi de le faire, avec Anarda. Anarda n'est pas allé au bout du processus révolutionnaire. Moi, je pense même que ça a été une contre-révolution qu'a été leur élection. Donc, voilà, je pense que là... Avant d'en arriver à ton idéal, Ousmane, je veux dire, il y a quand même, faut commencer par le point de départ. Ouais, je suis même pas dans l'idéal, moi. Oui. Non, mais parce que là, je veux dire, là, c'est d'accord, on peut bien sûr, voilà, souhaiter aux Tunisiens qu'ils y arrivent, etc., et qu'ils gagnent leur autonomie, d'accord. Tu parles à l'unité. Non, je parle seulement que les pays en fait agissent dans leur propre intérêt, de manière autonome, etc. Mais il faut d'abord qu'ils sortent du complexe de coloniser. Ah oui, bah ça qu'ils cessent de prendre la France comme l'exemple à suivre. Je veux dire, on peut pas continuer à prendre l'ancien maître colon comme l'exemple à suivre et accepter qu'en période électorale, ou par exemple, il faut repenser au moment où les Tunisiens travaillaient sur une nouvelle constitution, les va-et-vient entre Paris et Tunis. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, lorsque ceux qui dirigent un pays acceptent la domination d'un pays étranger et s'estiment comme les valets d'un pays qui n'agit que pour ses propres intérêts au détriment de ceux des Tunisiens, alors que la France elle-même, par la voix de Michel Alliot-Marie, proposait son aide pour mater encore plus la population tunisienne qui se rebellait contre Ben Ali. Scandaleux. Non, mais dans ce cas-là, il y a un moment, et je suis désolé, oui, c'est un peu violent à dire, mais il faut que les Tunisiens se comportent comme une nation indépendante et cesser de demander l'aide de celui qui les dominait hier. Sinon, ils n'y arriveront jamais. Alors, il faut qu'on y aille, messieurs. Dans un instant, le j'aime ou j'aime pas et vos coups de cœur aussi à retrouver juste après la pause. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les coups de cœur de Ousmane Timéra et de Yasser Louati. France Maghreb 2. Le coup de cœur. On va commencer, par monsieur Yasser Louati, on va inverser un petit peu les choses. Yasser Louati, ton coup de cœur? Alors, coup de cœur, c'est l'événement du 26 novembre qui est organisé par l'association Survie et qui se tiendra à la Bourse du Travail. C'est en fait, le bilan de 1 an d'état d'urgence. Et là, en fait, il y aura différents intervenants. Il y aura Mathieu Rigous, il y aura Julia Salingue, il y aura moi-même, il y aura Thomas Deltombe, il y aura, c'est vraiment, en fait, un colloque qui s'organise sur l'état d'urgence, une analyse sociologique, politique, sécuritaire, juridique, et bien sûr les effets que cela produit directement sur le terrain. Donc vu que l'État ne veut pas faire son propre bilan, on va le faire pour lui. Donc je tiens à saluer aussi Ager qu'il a vraiment organisé d'arrache-pied, qui a été contre vents et marées. Salut à toi Hej, si tu nous entends. Et aussi j'aimerais aussi envoyer une petite pichenette plutôt un crochet du gauche à la gauche. Je te savais pas comme ça, bien sûr. Oh, c'est verbal tout ça. C'est surtout à cette sphère militante qui est toujours en train de paternaliser les citoyens de confession musulmane. On en a encore. Je pensais qu'on avait fait le ménage en début d'année avec le collectif Stop État d'urgence, mais il y en a encore qui veulent promouvoir l'idée que l'état d'urgence, ça a ciblé tout le monde de manière égale. Non. L'état d'urgence a d'abord ciblé les musulmans.
et personne n'a rien dit jusqu'à ce qu'il y ait la COP 21 et que les mesures qui ont été appliquées aux musulmans ont ciblé le reste de la sphère associative, les écolos, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, il faut qu'on fasse le ménage intellectuel dans nos propres rangs avant d'espérer bâtir un projet collectif. Monsieur Yasser Louati, merci pour le coup de cœur. Monsieur Ousmane Tibera, à présent. Oui, alors comme je le disais, je balançais entre deux. Je suis en train de redécouvrir Al-Ghazali, le grand philosophe mystique, jurisconsulte musulman et théologien, et sa critique de la raison et de la causalité, justement dans son débat et dans sa polémique avec les philosophes de l'époque. Et je trouve son propos extraordinaire et d'une actualité que beaucoup devraient redécouvrir, notamment parce qu'au fond, il dit 5 siècles bien avant Emmanuel Kant et sa critique de la raison pure, que la prétention de la science à dire le sens ultime de l'univers et la prétention que quelques-uns se donnaient en disant que eux connaissaient le secret des dieux et que donc ils pouvaient se permettre de commander sur les autres, eh bien cette prétention-là a été détruite, a été critiquée, a été carbonisée entre guillemets par un penseur universel des plus intenses. Ça, c'est le premier point, et je pense, j'invite vraiment, parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, j'entends des propos tels que il faut faire revenir la raison dans l'islam, ou soumettre le Coran à la raison. Je crois que ces gens-là n'ont pas étudié, et c'est pour ça qu'ils répètent des choses qui ont été déjà réglées bien avant. La révélation n'a pas pour objectif de se soumettre à la raison, d'autant que la raison n'a pas les moyens de connaître le sens ultime des choses. Elle ne peut que étudier, canaliser et faire ce qu'on appelle l'ijtihad en arabe, c'est-à-dire l'effort intellectuel, tout en se disant que ce qu'elle comprend de la réalité n'est pas la réalité ultime, et que donc il faut continuer le travail intellectuel. Et que le rôle de la foi et de la révélation, c'est de donner un moyen, un soutien à la raison, pour que la raison puisse se dire la réalité c'est vrai, c'est pas une illusion, que effectivement il y a des règles qui existent et que ces règles sont le fruit de la volonté créatrice divine. Ça, je trouve que c'est extrêmement puissant, et beaucoup de gens ne voient pas sans doute le lien que je fais entre cette découverte ghazalienne qui va être reprise ensuite par Ibn Taymiyyah et par Ibn Khaldoun, et la réalité aujourd'hui qu'est l'extrême droite, la mondialisation, parce qu'on peut pas comprendre la mondialisation si on comprend pas Hegel, et on peut pas comprendre Hegel si on comprend pas le fait que Hegel disait que l'islam était une religion factice, parce que l'islam était une religion abstraite qui dit l'égalité entre tous les hommes. Et que ça, c'est pas possible. On a vu en quoi Hegel avait tort. Et donc, je fais le lien avec les ni putes ni soumises. Ah, on va me dire, comment il fait pour faire le lien? Oui, il y a un lien parce que on a toujours, effectivement, au sein, des musulmans couscous jambon, ou des personnes qui, à un moment donné, sont en état de soumission. On a un certain nombre de personnes qui font carrière politiquement en tapant sur du musulman, en tapant sur de l'arabe, mais tout en étant des arabes ou des musulmans. Alors, je reviens sur l'affaire ni pute ni soumise, dans le fait qu'ils ont été aujourd'hui expulsés de leur siège social, qu'ils ne payaient plus depuis bien longtemps par la région Île-de-France. D'une part, et deuxièmement, je dis que c'est la triste fin de l'utilisation de la gauche des questions aussi importantes que la lutte contre la discrimination envers les femmes. On a instrumentalisé la mort de Swan avec cette association qui a été l'une des plus subventionnées en France. Ouais. On les a mis au devant de la scène alors qu'ils n'avaient aucun ancrage réel dans les quartiers populaires. On s'est servi de cette association pour faire croire que les banlieues, que les musulmans de manière générale, que les jeunes des quartiers n'avaient aucun respect pour les femmes, et que donc on a dressé les femmes comme si les femmes contre les hommes, comme si les hommes aussi ne souffraient pas d'un certain nombre de discriminations. Tout cela, encore une fois, pour amuser d'une part la galerie, pour se servir idéologiquement de cette cause, pour engranger des voix, et surtout pour continuer la colonisation mentale dans laquelle nous nous trouvons après SOS Racisme, ni pute ni soumise, etc. À mes yeux, ces femmes-là, dont je respecte la conviction, je pense que certaines d'entre elles étaient sincères, mais elles ont été le faire-valoir d'autres personnes qui n'avaient d'objectif que de continuer une forme de colonisation. À quel prix ?
Merci Ousmane. En un mot, messieurs, vous allez regarder le débat ce soir ou pas? Non. Je sais pas. Bon, France 2 ce soir, hein, pour ceux qui s'intéressent. Non, je regarderai le compte rendu, mais j'ai pas que ça à faire. J'ai tellement de travail, donc. Bon, ou alors tu écoutes demain le grand forme, on en parlera. Exactement. Voilà. Merci Ousmane Timéra, merci Yasser Louati, merci messieurs en tout cas pour votre contribution une nouvelle fois, qui fut très intéressante. Merci beaucoup. À très vite messieurs. À la semaine prochaine probablement pour tous les deux. Merci beaucoup. Dans un instant, Amar pour l'éphéméride de ce jeudi 17 novembre. Et demain on sera en compagnie de Tarek Mami, de Sofiane Nagdari et de la Baronne Bouchra. Bonsoir à tous. L'actualité tout de suite avec Marine Garel pour le rappel. Bonsoir Marine.